Bonjour à toutes et à tous. On attendait quelques minutes qu'il y ait encore quelques personnes qui se connectent et puis on va commencer. Donc nous nous retrouvons ce matin pour ce forum en visio où nous avons le plaisir de vous accueillir. Alors pourquoi nous avons organisé ce forum? Lors de la visioconférence de presse que nous avions organisée le 14 avril dernier, nous avions lancé à la fin une invitation à débattre en public de la réforme des modes d'accueil au secrétaire d'État Adrien Taquet. Nous n'aurons pas le plaisir de débattre avec lui ce matin, car il n'a pas donné de réponse. Mais tout l'intérêt de cet échange était que chaque parti puisse présenter et défendre la réforme pour le ministre et nos revendications et propositions d'une autre. Donc, nous avions donc lancé cette invitation, mais l'intérêt était que ça se passe avec vous, les professionnels et les parents. Et suite au lancement du hashtag Petite enfance en péril, nous avons reçu de très nombreux témoignages dont nous allons vous partager des extraits ce matin. Et avant de commencer, un petit rappel rapide du contexte. Pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas bien ou depuis peu, nous sommes un regroupement de représentantes et représentants d'organisations nationales qui sont syndicales, de professionnelles et familiales. Le collectif s'est créé en 2009 et notre objectif est de définir ensemble les revendications essentielles pour les modes d'accueil de petite enfance en mettant systématiquement l'enfant au cœur de nos discussions. Et depuis bientôt 3 ans, nous sommes mobilisés contre la réforme des modes d'accueil qui est proposée par le gouvernement. Après une période de concertation et de négociation, nous arrivons aujourd'hui dans la dernière ligne droite. Parce que cette réforme se passe en 2 temps. Une ordonnance qui concerne les assistantes maternelles et la gouvernance des modes d'accueil, qui a été publiée le 19 mai, et la modification du décret du 7 juin 2010, dit décret Morano, qui, elle, n'est pas encore effective. Il est donc plus que nécessaire de rester mobilisé pour continuer de peser dans cette réforme et d'obtenir des évolutions sur encore plusieurs points. Dans les principaux que nous revendiquons, il y a notamment la question du taux d'encadrement qui pourrait passer, si le gestionnaire le décide, à un professionnel pour 6 enfants, un taux unique. Et nous demandons la garantie que le taux d'un adulte pour 5 enfants qui ne marche pas soit maintenu, de ne pas inclure les apprentis dans le taux d'encadrement, que le ratio des professionnels diplômés d'État et titulaires d'un CAP dans une équipe, respectivement de 40% et 60%, ne soit pas calculé en moyenne annuelle, mais reste comme il est actuellement, que la surface par enfant soit 7 mètres carrés sur tout le territoire, ou encore que le temps d'analyse des pratiques soit doublé et qu'il ne soit pas seulement à titre expérimental pour les assistantes maternelles. Pour plus de détails et de précisions, vous pouvez aussi retrouver sur notre site internet et sur les réseaux sociaux toutes nos actions et les documents et tracts communiqués que nous avons pu rédiger. Je vous remercie pour votre écoute et je vais passer la parole à Cyril pour le déroulé du forum. Merci à tous. Merci Émilie, bonjour à tous et à toutes. Moi j'ai le rôle du coup de vous expliquer un peu comment ça va se passer au niveau technique. Donc tout simplement, vous pouvez vous remarquer que les intervenants sont en visio, mais que vous, participants, vous êtes pas avec votre vidéo activée. Donc pour pouvoir interagir avec nous, il va falloir aller sur votre écran, sur le petit module qui s'appelle Q&R, qui permet donc de poser des questions à l'ensemble des personnes que vous voyez à l'écran. Nous verrons vos questions. Et nous sommes donc 3 parmi les 9 personnes là derrière l'écran à modérer les propos et nous relayerons vos questions pour pouvoir échanger. Donc du coup, si on regarde bien sur... alors, il faut que je joue avec mon fond, mais si vous êtes sur téléphone, vous avez la même fonction. Si j'y arrive, il faut jongler avec le fond, excusez-moi. Mais vous avez à avoir d'activer, voilà. Dans les options que vous avez en bas de l'écran, vous allez avoir un QR qui vous permet de pouvoir poser vos questions par rapport donc, au déroulé de ce forum, puisque du coup, nous allons commencer
tout cela par la lecture déjà de 2 témoignages issus du site Petite Enfance en péril que le collectif a mis en ligne début avril. Donc là, je passe la parole à mes collègues. Le mot à la mode depuis quelques années, rentabilité. Crèche publique, encore pas trop mal lotie, comparée à de nombreuses crèches privées. Et pourtant, l'accueil se dégradait. Des postes supprimés, des postes non remplacés, et on nous demande de faire un accueil au top qualité avec toujours des moyens humains en moins. Des élus qui nous culpabilisent en nous disant que si nous n'y arrivons pas, c'est que nous ne sommes pas organisés. Aucune reconnaissance de notre métier, aucun respect pour nous et de ce fait, aucun respect non plus pour les enfants que nous accueillons. De plus en plus de personnel avec des soucis de santé et qui doivent se reconvertir. De plus en plus de mal-être. Et les enfants subissent notre non-disponibilité et notre épuisement. Le présentéisme est la règle de base. Nous le savons, notre absence va avoir des conséquences sur une collègue qui est peut-être en repos ce jour-là. Trouver des remplaçantes, oui, mais c'est compliqué. Et ça coûte plus cher. Donc, on se remplace les unes et les autres. Ça entraîne beaucoup de culpabilité pour la personne arrêtée qui va éviter le plus possible de manquer. Merci pour les témoignages. Si vous avez des questions, vous les posez donc dans le QR comme vous l'a expliqué Cyril et on va tenter d'y répondre de la meilleure des façons. Donc là, pour l'instant, je ne vois rien, mais surtout, n'hésitez pas pour qu'on puisse du coup lancer ce petit débat entre nous de la meilleure des façons. Alors, puisque ça ne se lance pas, ce que je vous propose, c'est que nous avons le plaisir d'accueillir Michel Van der Broek avec nous, et donc, qui est professeur au département du travail social à l'Université de Gand en Belgique et qui fait ses recherches et publications sur les lieux d'accueil de la petite enfance et le soutien à la parentalité. Si Michel, vous êtes d'accord, je vous propose de pouvoir intervenir maintenant et de pouvoir expliquer le cadre de vos recherches et ce que vous pouvez nous dire sur l'accueil de la petite enfance oui. Actuellement. Oui, bonjour à tous. Il faut dire que oui, c'est vrai, mes recherches portent surtout sur les lieux d'accueil de la petite enfance et les politiques de la petite enfance. Ces dernières années, je me suis beaucoup occupé des questions de qualité éducative des lieux d'accueil. Et parce qu'il faut quand même dire que les sujets les préoccupations qui sont sur la table aujourd'hui sont quand même des préoccupations très, très importantes parce que le nombre d'enfants par adulte en relation avec le niveau de professionnalisation des adultes, ces deux ensemble sont quand même les critères, je dirais, structurels qui ont le plus d'impact sur la qualité de l'interaction adulte-enfant qui, à son tour, impacte quand même sur le développement des enfants. Et je crois que vous avez bien raison de lancer ce débat et d'être critique par rapport aux suggestions du gouvernement français, qui est clairement un pas en arrière. Je voudrais dire comme exemple que les Pays-Bas, par exemple, ont justement, à cause de ce souci, ont diminué le nombre d'enfants par adulte il y a 1 an. Je vais donner quelques chiffres. Pour les plus petits, les enfants qui ne marchent pas, en Bulgarie, on a 3 adultes pour 6 enfants. En Irlande, 3 enfants pour 1 adulte. En Grèce, 4 enfants pour 1 adulte. En Hongrie, 4 enfants pour 1 adulte. En Malte, 3 enfants pour 1 adulte. En Hollande, 3 enfants pour 1 adulte. En Roumanie, 4 enfants pour 1 adulte. En Finlande, 4 enfants pour 1 adulte. Donc, passer de 5 à 6, c'est, je crois, mettre en péril la qualité de l'accueil des
des plus petits et c'est allé vraiment à l'encontre d'une tendance en Europe. Par contre, il y a ce qui est encore plus grave, ou ce qui est en combinaison avec ça, ce qui est grave aussi, c'est cette tendance qu'on voit un peu dans plusieurs pays de privatiser les lieux d'accueil, d'essayer de faire le plus possible de place avec le moins possible de fonds publics. Et la privatisation s'inscrit dans cette démarche de créer des places pour des raisons économiques sans que le soutien éducatif suit, et donc de faire plus de place avec moins d'argent. Mais il n'existe pas de lieu d'accueil pas cher. Il y a toujours quelqu'un qui paye le prix. C'est ou bien les enfants, ou bien les professionnels parce qu'ils ne sont pas suffisamment qualifiés, suffisamment rémunérés, ou bien les parents parce que l'accueil est inaccessible et trop cher. Mais trop souvent, c'est tous les trois parties qui payent le prix. Donc, ça n'existe pas, les lieux d'accueil bon marché. Et je crois quand même quelque chose qui est très, très important et pour lequel votre mouvement est important, c'est on ne peut pas bien prendre en charge les jeunes enfants quand on ne prend pas en charge ceux et celles qui font ce travail important. Et donc, voilà, c'est une évolution qu'on voit en France, mais qu'on voit en Belgique, qu'on voit en Pays-Bas, qu'on voit un peu partout en Europe, c'est cette tendance à privatiser, à créer des lieux des lieux privés. Et bien sûr, les acteurs privés, de plus en plus, on voit que ces acteurs privés sont des acteurs à profit. Et d'où peut venir le profit? Il n'y a qu'une, c'est pas en achetant des couches moins chères, non, c'est en l'assignant sur le personnel, sur le statut du personnel, sur les conditions du travail du personnel. Il y a plusieurs recherches. Je peux citer des recherches du Canada, je peux citer des recherches des États-Unis, mais plus près de chez nous, des recherches des Pays-Bas, par exemple, où on voit que là où ça a été quand même très bien étudié, où on voit que non seulement le statut des personnels, mais aussi la qualité des interactions adultes-enfants est inférieure dans ces crèches privatisées et surtout dans les crèches privatisées à but lucratif que dans les lieux d'accueil plus traditionnels et publics. Et la raison pour laquelle est justement de ne pas bien prendre en charge les gens qui prennent en charge les jeunes enfants. Voilà, je vais en rester là pour l'instant. Merci Michel. Alors, on a des premières questions. Alors, oui, donc comme disait Cyril, utilisez bien le QR pour poser vos questions. Alors, la première qu'a posée Aurélie, c'était est-ce qu'à un moment donné, depuis le début des mobilisations, Adrien Taquet nous a fait l'honneur d'être présent? Alors, je suppose nous a reçus, c'est peut-être ça que vous vouliez dire. Adrien Taquet nous a reçus une fois au moment où il a été nommé ministre. C'est-à-dire qu'on a pu avoir un rendez-vous, ce qu'on appelle des rendez-vous de présentation, quand les ministres changent ou les chefs de cabinet, etc. Donc, le collectif avait demandé une rencontre. On a été reçus à ce moment-là. La réforme était déjà en cours de concertation, puisque c'était à la suite de Christelle Dubos. Donc, on a été reçus là. On a pu lui expliquer nos revendications. Et après ce moment-là, nous n'avons jamais été reçus par le ministre en personne, mais par son cabinet à plusieurs reprises, et notamment à chaque fois que nous avons fait grève et que nous nous sommes rendus au ministère de la Santé et des Solidarités. Mais ensuite, après ce premier rendez-vous, il ne nous a jamais reçus. Et pour aujourd'hui, comme le disait Émilie en introduction, nous n'avons pas eu de réponse pour nous dire s'il participait ou pas. Donc, voilà pour cette première question. Ensuite, je vais lire et puis mes collègues, vous pourrez aussi répondre, parce que sinon… Alors, comment convaincre les collègues que faire grève sert à quelque chose et que la perte de salaire en vaut la peine? Eh bien, je vais laisser peut-être la parole à quelqu'un. Oui, je vais commencer. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de recette en fait. Ça dépend beaucoup des collègues, vos contacts avec les collègues, les conditions de travail et le contexte. Et ce qu'on sait actuellement depuis Covid, c'est particulièrement compliqué à mobiliser parce que nos collègues des professionnels petits enfants sont fatigués.
fatigués, mais aussi voilà, un peu en permanence en train de s'adapter à des conditions qui changent avec les protocoles sanitaires. Et donc, ça pèse, ce contexte. Après la mobilisation, mais c'est est-ce qu'on peut donner une perspective de mieux? Donc, au moment où on pense que ça ne changera rien, effectivement, les collègues sont moins faciles à mobiliser. Et au moment où on peut montrer que parfois, on a quand même obtenu des choses ou éviter que ça se dégrade, effectivement, ça redonne confiance aux collègues. Donc, du coup, le mieux, c'est toujours d'avoir quelques exemples qui montrent qu'on a pu obtenir quelque chose parce qu'on était mobilisé, parce qu'on ne s'est pas laissé faire tout. Et du coup, là, les exemples sont pas toujours faciles, mais avec Pas de bébé à la consigne, nous sommes convaincus que, par exemple, en 2010, était dans le théorat du gouvernement d'augmenter les enfants auprès des professionnels. Ça n'est jamais sorti. Et du coup, sans notre mobilisation, on sera déjà aujourd'hui, donc disons 11 ans plus tard, dans des conditions pires. Donc, c'est pour les plus jeunes de nos collègues pas toujours évident à comprendre, mais je pense qu'il faut expliquer des choses comme ça, se redonner confiance ensemble et voilà, que ça vaut toujours la peine. Et parfois, même si c'est que des toutes petites choses qu'on ne dégrade pas plus, hein, donc on met un coup d'arrêt, un stop sur quelque chose en cours. Donc, c'est un exemple, mais après, ça reste, il n'y a pas de recette et c'est vrai, quand on n'a pas d'exemple concret, c'est pas facile. Mais je pense qu'il faut le chercher et on trouve aussi dans d'autres domaines, hein, parfois. Donc, je laisse aux autres aussi de compléter. Si je peux rajouter, pour cette réforme, par exemple, alors ça va vous paraître minime, mais nos mobilisations ont quand même permis certaines, je ne dirais pas avancées, mais en tout cas certaines dégradations qui n'ont pas eu lieu. Par exemple, il était question qu'il n'y ait plus d'expérience professionnelle pour l'ensemble des directions de structure de la petite enfance. C'est-à-dire que le décret prévoyait que pour n'importe quel poste de direction, on pouvait y arriver sans expérience préalable. Le fait de s'être mobilisé a permis que, à partir de 25 places, la condition d'expérience soit rétablie. Alors, elle ne l'a pas été pour les structures en dessous de 25 places pour l'instant. Bon, après, on n'a toujours pas vu le décret qui va être publié dans les prochaines semaines s'il l'est. Mais en tout cas, ça a pu rétablir l'obligation d'expérience après 25 places. Donc, c'est des petites choses, comme ça. Ça peut paraître anodin, mais si on ne s'était pas mobilisé, ça aurait été pire, en fait. Je compléterai rapidement sur aussi un autre exemple pour lequel la mobilisation a servi, c'est sur la question des mètres carrés. Au départ, la zone du territoire qui devait concerner le passage à 5,5 mètres carrés pour les zones denses était beaucoup plus large qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, il y a eu plusieurs points sur lesquels le gouvernement a fait évoluer ces propositions. Donc, la mobilisation a vraiment payé. Et on entend totalement le fait qu'une journée, une perte de salaire est quelque chose qui, dans le présent, est compliqué, d'autant plus dans la période dans laquelle on est, avec la crise sanitaire, où on sait que pour beaucoup, c'est compliqué. Donc, on est bien conscient de ça. Mais cette perte de salaire, elle est pour se permettre de se mobiliser pour les années à venir. Et en fait, c'est aussi un enchaînement, c'est que plus on est nombreux dans la rue, plus les médias aussi s'intéressent à la mobilisation. Et si les médias s'intéressent à la mobilisation, du coup, on a une couverture qui permet d'être entendu et reconnu. Et ça permet aussi d'avoir un impact sur le gouvernement. Donc, voilà, la mobilisation est vraiment essentielle pour ça. Merci. Alors, d'autres questions? Des questions déjà sur le fait que tout ce que vous avez exposé, Michel, est-ce que ces données-là, Adrien Taquet les a? Alors, on peut se dire que oui, quand même, parce qu'avec tous les rapports qui ont pu être émis par les différentes instances, on ne peut pas aujourd'hui ignorer la recherche et
et ce qui est aujourd'hui l'état du secteur sur ces recherches-là. Donc voilà. Et oui, si je peux me permettre pour compléter, les données que Michel a indiquées par rapport au taux d'encadrement dans les autres pays, c'est bien des éléments qui ont été, par exemple, fait remonter à l'époque du rapport Jean Pinault par certains travaux préparatoires à la publication de ce rapport-là, et dont justement le collectif en a rappelé l'existence lors de sa visioconférence de presse il y a quelque temps. Donc, on voit bien que du coup, ces éléments-là sont bien arrivés jusqu'à hauteur du ministère depuis déjà fort longtemps. Je voudrais peut-être ajouter que tous ces chiffres les plus récents, à part donc, le rapport de Jean Pinault est bien sûr très, très important pour la France, mais il y a très, très récemment un rapport sur le Child Guarantee de la Commission européenne, auquel j'ai contribué. Ce rapport ne parle pas que de la petite enfance, il parle d'autres choses aussi, mais il y a toute une partie d'une vingtaine de pages dans ce rapport sur la petite enfance où on retrouve tous ces chiffres et l'importance, entre autres, du taux d'encadrement et de la qualification du personnel. Je pourrais l'envoyer par email à vous, comme ça, voilà, vous pouvez bien sûr utiliser ce document aussi comme argument supplémentaire qui n'ajoute pas forcément beaucoup au rapport Jean Pinault, mais qui a quand même des chiffres très récents sur ce qui se passe en Europe à ce niveau-là. Au niveau des questions, dans certains pays nordiques, la politique petite enfance englobe une tranche d'âge beaucoup plus large et parle d'un curriculum. Excusez-moi. Je ressens qu'en France, la commercialisation de l'accueil est privilégiée. Quelles pourraient être les solutions pour inverser la tendance? Des éléments? Je pense que déjà, une réponse très militante et très en lien avec le collectif, c'est de ne pas arrêter de relayer toutes les positions du collectif par rapport à tout ça, qui sont quand même basées sur les positions des professionnels qui sont membres de toutes les composantes de ce collectif, que ce soit associatif ou syndical, et que du coup, il y a vraiment tout ça à faire en permanence, à relayer auprès des collègues pour du coup que tout ça puisse être éventuellement mieux compris par tous. Il y a les collègues et puis il y a aussi les élus. Lors des différentes journées de mobilisation, il y a beaucoup de villes et départements qui ont aussi organisé les rassemblements devant les préfectures ou qui saisissent aussi les députés. Donc, il y a la presse, mais il y a aussi les élus au niveau local. C'est vrai que nous, à notre niveau, c'est au niveau du ministère qu'on a eu l'occasion qu'on a pu négocier. Mais à un niveau local aussi, tout est jouable pour sensibiliser les élus, pour soit ne pas appliquer les mesures qu'on considère qui vont dégrader l'accueil des jeunes enfants, soit pour eux-mêmes saisir plus haut et qu'en fait, par différents niveaux, du coup, les reproches qu'on peut faire à cette réforme soient remontés et qu'on soit nombreux de plus en plus à mettre la petite enfance sur le devant de la scène et puis informer au plus grand nombre. Alors, pour continuer, il y avait une question sur le vous évoquiez les Pays-Bas tout à l'heure, Michel, et la question c'est comment les Pays-Bas ont procédé pour faire augmenter les taux d'encadrement? C'est qu'il y a de particulier aux Pays-Bas, c'est que depuis quand même très longtemps déjà, il y a très régulièrement il y a un groupe de recherche qui, pour le gouvernement, très régulièrement fait des analyses de la qualité des lieux d'accueil. Donc, l'année passée, ça ne s'est pas passé à cause de Covid, mais tous les ans, il y a un échantillon représentatif qui est choisi dans les lieux d'accueil où des observations sont faites sur la qualité. Et il y a déjà une longue tradition de ça. Je crois que ça a commencé vers les années 2000, si j'ai bonne mémoire. Et depuis maintenant, au début, ça se faisait tous les 5 ans. Maintenant, depuis quelques années, ça se fait tous les ans.
par l'Université d'Utrecht. Et il y a toujours beaucoup d'attention médiatique pour les résultats de ces recherches. Et donc, ça veut dire que si la qualité, une des choses remarquées les dernières années, c'était que justement pour les plus petits, les plus jeunes bébés, la qualité des interactions était insuffisante. Et ça a été une raison importante, non seulement qu'il y a eu des recherches, mais aussi l'attention médiatique pour ce domaine. Donc, pour moi, c'est une chose très importante que de votre mouvement. Le mouvement en soi est important. Ce serait bien heureux si les syndicats, ça je crois que c'est quand même quelque chose d'important en Europe. Il y a un manque en Europe, c'est que comparé dans beaucoup de pays d'Europe, comparé aux Pays-Bas, mais aussi aux pays scandinaves, où les syndicats s'occupent pas seulement des conditions de travail, mais aussi de la qualité du travail, de la qualité éducative du travail. Parce que tout ça contribue quand même à l'attention publique et l'attention des médias. Et donc, je crois pour un mouvement comme le vôtre, et c'est pareil pour nous en Belgique, parce que nous ne sommes pas dans une condition favorable non plus, encore pire qu'en France, je n'ose presque pas le dire, c'est d'avoir l'attention des médias d'une manière positive, de raconter des histoires positives sur ce qu'on fait pour les jeunes enfants, mais aussi de mettre le doigt sur les problèmes et même de confronter des journalistes à des situations inacceptables, même si cela bafouille un peu l'image de notre métier. Je crois qu'il ne faut pas en avoir peur. Merci. Alors, est-ce qu'il y a toujours... Alors, la question, c'est de Lucie à Angers. La loi ASAP a été promulguée le 7 décembre 2020. Le texte contient des dispositions dans des domaines variés et autorise le gouvernement à réformer par ordonnance les modes d'accueil du jeune enfant et dans un délai de 6 mois. Qu'en est-il de l'échéance du 7 juin? Y a-t-il toujours des échanges entre le secrétariat, le collectif et d'autres interlocuteurs? Alors, c'est une question que nous avons régulièrement depuis quelque temps. Il y a deux choses différentes dans cette réforme. Il y a l'ordonnance qui a été donc reprise en décembre 2020 et qui donnait 6 mois pour être promulguée donc jusqu'au 7 juin. Donc, l'ordonnance, elle, a été promulguée. Elle est passée en Conseil des ministres là, il y a 15 jours de mémoire ou 10 jours, je ne sais plus. Elle a été promulguée. L'ordonnance, elle concerne le volet législatif, c'est-à-dire elle concerne tout ce qui est en rapport avec la gouvernance des modes d'accueil, donc les schémas départementaux des services aux familles, la création d'un comité national des services aux familles et les assistantes maternelles, c'est-à-dire toutes les propositions qu'il y avait sur la médecine du travail et tout ce qui pouvait concerner les assistantes maternelles. Ça, c'est l'ordonnance. Ça a été approuvé en Conseil des ministres, donc ça, c'est passé. Par contre, tout ce qui régit l'accueil collectif, c'est le décret 2000 qui a été révisé en 2007 et en 2010 et qui, lui, est un décret. Donc, c'est la voie réglementaire. C'est-à-dire que ça ne passe pas par un vote du Parlement, ça ne passe pas par le Conseil des ministres. C'est un décret qui est pris par les services et qui ensuite est validé par le Premier ministre, évidemment, mais qui ensuite est publié au journal officiel. Ce décret-là, relatif aux établissements d'accueil des jeunes enfants, des enfants de moins de 6 ans, n'est pas publié à l'heure d'aujourd'hui. Tout comme le référentiel bâtimentaire qui doit être annexé à ce décret. Actuellement, ce décret n'est toujours pas publié. Donc, c'est parce qu'il n'est toujours pas publié qu'on continue à se mobiliser. Parce que tant qu'il n'est pas publié, on peut encore changer les lignes, en tout cas quelques-unes de ce décret. Donc, c'est compliqué, ça peut paraître complexe, mais on a beaucoup parlé des ordonnances, mais voilà, la partie décret, donc tout ce qui concerne l'accueil collectif, et donc les micro-crèches, les multi-accueils, les haltes-garderies, les crèches, les jardins d'enfants, tout ça, ça n'a pas encore été publié. Donc, c'est pour ça qu'on se mobilise encore le 3 juin. Et il y avait une question tout à l'heure en disant à quel moment ce serait rentré en vigueur. Il faut savoir que le gouvernement fait tout pour que, à la rentrée de septembre 2021, les nouveaux textes, que ce soit l'ordonnance et le décret, soient parus et du coup puissent être effectifs à la rentrée de 2021. Voilà. Mais actuellement, le décret et le référentiel bâtimentaire ne sont pas publiés. Julie, si je peux compléter, c'est au-delà de ça, même une fois le décret publié,
on a le pouvoir, parce qu'on l'oublie souvent en crèche, on pense souvent les enfants, l'accueil, c'est un peu un milieu familial, on est là, on s'occupe d'enfants, mais le rapport de force, on l'a. Il ne faut pas penser qu'on ne l'a pas, qu'on peut baisser les bras. Le rapport de force, on peut l'avoir, et même une fois le décret publié, on pourra continuer à l'avoir. Elle le disait, Birgit, en 2010, on a réussi à les faire revenir sur ce qui était passé. Donc, il ne faut surtout pas baisser les bras maintenant, surtout pas là à quelques jours, comme le disait, je ne sais plus, sur effectivement l'échéance, et même au-delà de ça, parce qu'il est hors de question qu'on puisse accepter, dans les conditions dans lesquelles on le voit, et on va le voir encore au travers des témoignages qu'on va lire, les conditions dans lesquelles on travaille, elles sont déjà hors normes. Là, ce sera accepté, puisque ce sera des choses qui seront encadrées par des textes de loi, par un décret. Si c'est déjà dégradé maintenant alors que ce n'est pas encadré par la loi, imaginez après comment ça pourra se dégrader encore plus puisqu'ils ne respectent déjà pas les textes, quoi. Merci Sandy. Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, il y a une question sur le fait que est-ce qu'il a disposition de pouvoir ouvrir tout seul et fermer seul la structure est toujours d'actualité dans les textes qu'on nous a proposés. Je voudrais l'aide de mes collègues parce que j'avoue que j'ai un énorme doute sur la réponse à apporter. Même doute. Je sais que dans le protocole actuel d'accueil pour le Covid, c'est le cas, mais Oui, ça fait partie des éléments sur lesquels il y a un certain flou qui reste en place, puisque du coup, on a les dispositions autour de la crise sanitaire qui ont introduit certaines choses, mais c'est vrai que du coup, pour le moment, les projets de rédaction du décret tels qu'ils sont faits sont quand même assez compliqués, et donc du coup, comme en plus ce ne sont que des projets, nous ne savons pas encore ce qu'il en est éventuellement des dispositions définitives par rapport à tout ça, parce que comme on vous l'explique, hein, on n'a pas forcément beaucoup de dialogue avec le secrétaire d'État, donc on n'a pas éventuellement de retour très précis sur où il en est sur ce projet de décret, puisque du coup, malgré toutes les tentatives que nous faisons, le dialogue ne s'installe pas avec le ministère. Peut-être pour compléter rapidement cette question microcrèche, il faut quand même, à Paris, en tout cas, les microcrèches ont déjà intégré le dispositif qui était prévu dans le décret. Donc, du coup, je pense c'est un peu, je fais le lien entre notre lutte et ce qui se passe. Donc, ça montre à la fois que le gouvernement, donc Adrien Taquet, ils écoutent surtout les besoins des gestionnaires privés parce qu'on a déjà des collègues qui nous disent on a déjà 12 enfants au lieu de 10 dans les microcrèches. On a déjà une pour 6 et la collègue est déjà seule le matin et le soir avec 3 enfants. Donc, c'est un peu aussi notre bataille pour montrer, et je pense que c'est pour ça qu'ils ne nous aiment pas du tout, parce qu'on met le toit quelque part où ça fait mal, et ça fait mal à ceux qui sont en train de s'engraisser sur le dos des enfants et des familles et des professionnels. Et c'est vrai, il ne veut pas nous écouter, ce gouvernement a Adrien Taquet en première ligne, mais je pense qu'on a raison de continuer, même si on n'est peut-être pas forcément toujours très nombreux. Il y avait des moments où on était très nombreux, il y a des moments où la presse nous a beaucoup relayés de façon très positive, mais le fait qu'Adrien Taquet nous disqualifie aussi, de façon à dire c'est quelques voix seulement, on est une minorité, etc. Bien sûr, ça tombe aussi dans les oreilles des professionnels ça fait partie de difficultés à mobiliser, mais je pense, nous, on peut être fiers de continuer à dénoncer ce qui se passe parce que ça fait mal, on est en opposition à ceux qui s'engraissent sur notre dos et sur le dos de jeunes enfants. Je le dis de façon brutale, mais si on regarde la réalité dans les micro-crèches, dans les crèches lucratives aujourd'hui, les gestionnaires lucratifs, c'est eux qui poussent le gouvernement à mettre tout ça en place et ils demandent depuis des années que ça soit acté de façon officielle. Et du coup, voilà, notre bataille est là et je pense rien que ça, même si on n'est pas forcément toujours majoritaire, peut-être, et encore, je crois, les collègues sont quand même en majorité avec nos propositions,
même si on n'est pas toujours très nombreux dans la rue ou en grève, je pense qu'il faut continuer parce que ça vaut la peine de se battre pour les enfants et les familles et nous, les professionnels. Merci Birgit. Il y a une question. Michel, quand vous voulez prendre la parole, levez la main, il n'y a pas de problème. On vous la donne. Oui, je voudrais peut-être ajouter à ce que Brigitte vient de dire que c'est quand même quelque chose auquel il faut faire particulièrement attention, qu'on voit dans plusieurs pays, quand le privé à but lucratif entre dans le jeu dans un pays, la première chose qu'ils font, c'est de devenir ce que les Anglais appellent too big to fail, hein? Trop important. Donc, ils sont prêts à investir et à avoir des pertes pendant plusieurs années pour devenir plus grands. Non seulement en créant de nouvelles crèches, mais aussi en rachetant des petites crèches existantes pour avoir un nombre suffisant pour être à la table du ministre. Et la première chose qu'ils font quand ils sont à la table du ministre, c'est diminuer les critères de qualité pour faire plus de profit. Donc, ce que vous dites, Birgit, moi, ça me parle. C'est ce qui s'est passé en Hollande, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est ce qui se passe en ce moment en Grande-Bretagne, c'est ce qui se passe en Belgique, c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays. Et c'est une tendance très, très dangereuse parce que ça veut dire que le capital des fonds publics, parce qu'ils sont subsidiés bien sûr aussi, il part dans des mains privées. Merci. Il y avait une question sur le fait que la CNAF a émis un avis défavorable et du coup les conséquences que ça peut avoir. Qui veut répondre? Du coup, je réponds rapidement du coup, que tout à l'heure. La CNAF, le conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales a émis un avis défavorable aux ordonnances. Et notamment, ce n'est pas tout le monde, le collège n'est pas trop nain, ou presque, ils sont votés pour quand même. Donc, ça illustre encore une fois vers où ils veulent aller. Et c'est les organisations syndicales qui ont voté contre et les organisations, une qui s'est abstenue. Bon, bref, sans rentrer dans le détail. La conséquence, pour le gouvernement, ils encaissent que la CNAF, le conseil d'administration, a voté contre, mais ils continuent quand même. Donc, ils vont peut-être adapter quelques petites phrases parce que c'était surtout au niveau de l'ordonnance, c'était bâtimentaire. Donc, du coup, ce n'était pas non plus le décret qui est passé. Donc, après, c'est très rare que le conseil d'administration s'oppose de façon majoritaire à un texte qui vient du gouvernement. Donc, c'est une petite victoire pour nous parce que c'est aussi parce qu'on a réussi à convaincre. Donc, on peut le dire aussi aux collègues qui hésitent à se mobiliser. Et après, pour l'instant, le gouvernement ne prend pas ce refus comme important pour retirer complètement l'ordonnance. Après, notre bataille, c'est aussi le décret, parce que le décret va aussi passer à un moment donné par la CNAF. Et du coup, plus qu'il y a des voix contre dans un conseil d'administration, plus que meilleur c'est, même si ça ne change pas forcément tout de suite. Et en lien avec la CNAF, il faut quand même avoir en tête, la CNAF n'est pas neutre dans cette affaire. C'est la CNAF qui, en 2002 ou 2004, a ouvert le financement, les subventions pour les crèches lucratives. Donc, du coup, effectivement, comme disait Michel Van den Broek, avec l'idée, il faut à tout prix créer des places, le public ne le fait pas assez, du coup, on file le cadeau à venir au lucratif. Et du coup, il n'y a pas de séparation entre la CNAF et le gouvernement sur la façon de voir la politique petite enfance qui est malheureusement actuellement plus quantitatif, plus, avec moins de moyens, effectivement. Donc. Merci Birgit. Alors, on a quelques questions qui se regroupent sur le fait de la communication pour les mouvements que l'on met en place. Est-ce qu'elle est assez importante? Comment faire pour qu'elle le soit plus? Et du coup, comment faire aussi pour alerter les familles? Du coup, je vais laisser Cyril répondre. Est-ce que tu avais levé la main?
Oui, par rapport à la communication, c'est tout, enfin, il y a déjà une chose assez simple, c'est que du coup, il faut pouvoir relayer les tracts du collectif et de ses différentes composantes auprès des collègues. Alors, il y a soit la possibilité de pouvoir afficher les choses, parce que du coup, il y a une présence syndicale dans les structures et qu'il y a des panneaux d'affichage prévus à cet effet-là, et donc c'est très bien, sauf que comme du coup, ce n'est pas forcément le cas dans toutes les structures, il s'agit de pouvoir faire ça correctement, c'est-à-dire que tout ce qui est tract de syndicats ou de collectifs, il faut quand même que ça se fasse respecter les choses. Donc, c'est simplement d'inviter les collègues et les professionnels déjà de se servir des moments informels dans la vie d'une structure, la pause de repas, etc., pour pouvoir évoquer les choses et pour pouvoir relayer l'information. Certains collègues sont peut-être attentifs à ce qui se passe en suivant le collectif, les réseaux sociaux, etc. D'autres moins, il faut déjà faire connaître tout ça. Et puis, par rapport aux parents, la chose la plus simple, c'est de pouvoir éventuellement s'organiser et d'aller en dehors de la structure, puisque du coup, la structure, c'est bien le lieu professionnel et c'est toujours l'histoire de pouvoir tracter auprès du public est très compliqué. C'est vraiment quand même suivant la volonté du gestionnaire de l'autoriser ou pas. Donc, la façon la plus simple, c'est d'aller en dehors de la structure, devant la porte de la crèche, du multi-accueil, pour pouvoir informer de tout ça. Ou alors de le faire d'une manière aussi à l'oral, d'une manière, on va dire, informelle. Voilà, c'est les seuls moyens qu'il y a pour le moment. Il faut vraiment pouvoir éviter de se mettre en difficulté par rapport à ça. Donc, il faut prendre les chemins de contournement pour pouvoir y arriver. Merci. Je rajouterai quand même qu'il y a une pétition en ligne depuis plus d'1 an maintenant, qui peut toujours être signée parce qu'elle est toujours d'actualité, rien n'a changé. Et en ce qui concerne la communication au niveau des médias, tous nos communiqués sont relayés dans la presse via les canaux qui nous sont donnés pour relayer tout ça. Et ensuite, c'est la presse qui s'en saisit ou qui s'en saisit pas. On a eu il y a quelques mois quand même comment dire, des articles dans différents grands journaux, je pense au Monde notamment, je pense à l'Humanité, je pense à Alternative économique, où on a eu quand même une prise en compte de ce que l'on dit et de ce que l'on peut défendre dans cette presse-là, mais c'est de la presse écrite, c'est pas les grands médias, les journaux télévisés, donc ça peut toujours paraître très frustrant, mais en tout cas, on parle un peu plus de nous quand même actuellement. Donc, c'est déjà une avancée. Je vais laisser la parole à Émilie qui a trouvé l'information sur la question d'ouvrir ou fermer seul. Et ensuite, on passera à la lecture de 2 autres témoignages. Oui, alors c'était pour essayer d'être le plus précis possible. Donc, pour la question, donc ça, c'est un des points aussi qui a évolué avec la réforme, enfin avec les mobilisations, pardon. Pas autant qu'on l'aurait souhaité, mais un peu quand même. Donc, il était prévu au départ qu'il ne soit plus nécessaire d'être 2 personnes auprès des enfants sur les heures qu'ils appelaient atypiques, donc tôt le matin et en fin de journée, quelle que soit la taille de la structure. Et ça, c'est un point sur lequel ils sont revenus en partie, puisque en fait, il n'est plus possible par contre d'être seul. Ce sera forcément 2 personnes. Et là où il y a une nuance, c'est à partir pour les structures à partir de 24 places, donc en dessous 24 places, donc toutes les micro-crèches et les petites structures, il faut obligatoirement être 2, mais ça peut être des personnes titulaires du CAP Petite Enfance. Au-delà de 24 places, il y a l'obligation dans les 2 qu'il y ait au moins un des professionnels qui soit diplômé d'État. Voilà. Merci Émilie. Alors, la parole pour les 2 autres témoignages. Sur l'intégralité de mes journées de travail depuis 11 ans et dans les 3 structures, j'ai travaillé en sous-effectif. Aujourd'hui, par exemple, notre directrice est en arrêt maladie long pour burn-out, notre adjointe a démissionné et il nous manque 2 collègues sur les équipes auprès des enfants et 1 à l'équipe technique, soit 5 personnes sur 22. Je travaille pour une municipalité extrêmement sérieuse et motivée. Il en est de même pour l'équipe au sein de laquelle je suis. Cependant, ces conditions de travail impliquent les situations suivantes au quotidien. Un adulte pour 12 jeunes enfants, même chez les bébés, de 9h à 10h tous les jours dans 3 groupes, ce qui est ingérable pour quiconque.
un adulte pour 12 dans les 6 groupes d'enfants, y compris les bébés, de 13h à 14h. Un adulte pour 12 enfants de 16h30 à 18h45 dans 3 groupes. Un dortoir commun pour 2 sections où on agglutine 18 bébés. 18 bébés dans à peine 20 mètres carrés. Et on parle de bien-être de l'enfant. Où est le bien-être de l'enfant quand nous devons passer des bébés de même pas 1 an sur des couchettes par manque de place? Quand nous devons dépêcher les enfants de manger parce que la salle que nous occupons sert de dortoir et qu'il faut faire vite le ménage. 5 bébés qui ont faim en même temps, mais nous n'avons que 2 bras pour donner un biberon pendant que les 4 autres pleurent et réclament. Nous forçons ces enfants à se dépêcher. Nous ne leur laissons pas le temps de découvrir, de grandir, de les laisser jouer, de les accompagner convenablement dans leur développement. Merci. Alors, des témoignages qui disent que actuellement il y a un problème évidemment dans le secteur, le secteur privé lucratif engendre des situations très compliquées dans les lieux de travail, mais un témoignage qui dit que dans la fonction publique, ça rejoint aussi le privé dans le sens où l'investissement, comme l'investissement dans la petite enfance coûte cher, les collectivités territoriales font en sorte d'économiser le plus possible et donc du coup ça revient exactement à la même chose dans le sens où ce n'est pas une question de rentabilité mais c'est une question là d'économie pour la fonction publique. Est-ce que du coup je m'adresse à Michel Van der Broek, est-ce que dans d'autres pays européens on a cette diversité des modes de gestionnaire au niveau des structures collectives? Ou est-ce une particularité de la France? Non, je crois que la plupart des pays européens connaissent un système qui est souvent appelé un système hybride, c'est-à-dire où où le public et le privé sont tous les deux organisateurs de différentes formes de lieux d'accueil et donc où, disons, devient de plus en plus compliqué. Et donc, il y a des pays qui ont traditionnellement considéré la petite enfance comme une affaire privée des familles. C'est les États, je dirais, plutôt libéraux, comme par exemple la Grande-Bretagne, comme les Pays-Bas aussi. Et il y a d'autres pays qui ont une longue tradition, comme la France, de voir l'éducation en général, mais la petite enfance en particulier, comme une fonction publique. Mais on voit que cette différence historique est en train de diminuer beaucoup et que aussi là, comme en France ou en Belgique, là où la fonction publique a toujours été très, très importante, le privé quand même entre en jeu de plus en plus. Et pas seulement dans le privé, il y a bien sûr encore beaucoup de différences. Il y a le privé, disons, des petites, vous dites en France, je crois, loi 1900... organisation de loi 1901 ou quelque chose comme ça, je ne connais plus exactement le terme français, qui sont des organismes sociaux à but non lucratif. Il y a des privés à but lucratif, il y a des privés locaux à but lucratif, des petites entreprises, mais il y a aussi des grosses boîtes commerciales qui travaillent dans un domaine international et où le capital change d'un pays à l'autre. Et donc, ce qu'on voit que dans de plus en plus de pays, comme en France, que tous ces différents joueurs, tous ces différents organisateurs sont sur le même territoire, travaillent sur le même territoire, ce qui complique fortement la gestion. Et ce qui est quand même difficile, c'est que les plus grosses entreprises, celles qui travaillent à un niveau international, souvent avec un capital à risque et des investisseurs privés qui attendent un retour sur investissement, qui ont des centaines, dans le cas de la France, plusieurs centaines de crèches sous leur gestion, ont beaucoup plus facilement accès aux politiques que les petites ONG, les petites lois 1901 qui font un travail, je dirais, plus social. Et donc, justement, je crois que c'est l'importance de votre mouvement, c'est de regrouper des gens pour pouvoir faire contrepoids
contre les intérêts privés qui ne sont pas toujours les intérêts des enfants. Tout à fait, merci. Alors, des questions sur le fait que comment est-ce que les politiques savent ce qu'est un enfant et pourquoi les psychologues chercheurs ne sont pas si présents dans les médias pour alarmer. Alors, si quelqu'un veut essayer de répondre à ça, je peux bien laisser ma place. Il faut peut-être quand même rappeler qu'en France, il y a, en ce moment, il y a la mise en route d'une série de 8 séminaires par une initiative qui s'appelle Premier Pas, où la CNAF est quand même, joue un rôle important. Et le dernier séminaire sera, entre autres, avec votre secrétaire d'État. Et ce serait peut-être aussi une idée de se mettre en lien avec les organisateurs et de voir aussi comment votre voix pourrait être représentée dans ce dernier séminaire ou s'il y a une possibilité et parce que là, c'est quand même les chercheurs dont vous parlez dans cette dernière question qui sont beaucoup présents dans ce comité scientifique et dans le comité qui organise cette série de séminaires où il y a vraiment une réflexion honnête sur qu'est-ce que la France a besoin au niveau de politique de la petite enfance et qui devrait aboutir le 22 juin à un séminaire avec M. Taquet. Le problème, si je peux me permettre, le problème de tous ces séminaires, c'est un peu comme tous les rapports qui sont émis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un sentiment de, comment dire, les études ont été faites, les chercheurs se sont exprimés depuis des dizaines d'années, on sait exactement ce qu'il faut faire pour l'accueil du jeune enfant et l'accompagnement des familles. Et pour autant, en tout cas en France, les politiques ne se saisissent que de façon très partielle de ce qui peut émerger de ces rapports et de ces études. Et les professionnels qui, eux, se forment, se documentent, lisent, bien, et puis savent ce qu'il faudrait mettre en place, ont cette frustration de ne jamais être entendus et ce qui est aussi qui anime aussi notre collectif, le fait de se mobiliser et de pouvoir revendiquer. Et c'est vrai que cet écart-là entre les chercheurs, entre guillemets les experts, les rapports qui sont émis, si on prend par exemple le rapport des 1000 premiers jours, qui va exactement dans notre sens et qui même va plus loin que nous sur certaines revendications, comme le fait d'avoir, par exemple, 70% de personnel hautement qualifié dans les équipes de structures collectives, alors que nous, on demande raisonnablement à revenir au ratio de 50-50 d'avant Morano. Donc l'écart entre ce qui peut être dit par les chercheurs dans des séminaires, dans des rapports et la réalité ensuite politique est assez importante et est assez frustrante parce qu'on se dit qu'on est en 2021 et que dans un pays développé comme le nôtre, on en est toujours à demander des bouts de chandelle. Bon, voilà, c'est un peu... J'avais besoin de le dire. Et Julie, sur la question, est-ce que les politiques savent ce qu'est un enfant, je pense en tout cas qu'ils savent très bien ce que sont des parents. Et la vitrine que peut représenter la petite enfance, on le sait notamment lors des élections, parce que ça rapporte de l'électorat, si on fait des choses pour la petite enfance. À savoir s'ils savent ce que c'est que d'accueillir un enfant en crèche, je ne pense pas, parce qu'ils n'auraient pas fait ce choix-là. D'ailleurs, pour ceux qui l'avaient vu, le président, au tout départ de la réforme, nous présentait une réforme ambitieuse. Il souhaitait qu'on s'aligne sur la Finlande avec un professionnel pour 4, en disant que c'était quand même des exemples sur lesquels on devait s'appuyer. À un moment, ça ne peut basculer, c'est-à-dire que je pense que les ambitions et le budget se sont un peu corrélés et ça ne l'a pas fait. Ils ont privilégié certainement les gestionnaires au bien-être des enfants et des professionnels. Mais voilà, la question, est-ce qu'ils savent à quoi ressemble un enfant? Ils savent surtout comment votent les parents. Je voulais juste aussi rebondir sur cette question. Est-ce que les politiques connaissent les enfants? On se souvient, je pense pour nombreux d'entre nous, il y a quelques années, un ministre qui avait dit qu'il n'y avait pas besoin d'avoir Bac+5 pour changer des couches à l'école des enfants à l'école maternelle, donc qui démontrait à quel point déjà les politiques ne connaissent pas la situation.
Dans un des témoignages par écrit, là, il est dit aussi qu'on est dans un pays où il n'y a pas de continuité petite enfance. On a des ministères différents en fonction des âges des enfants. Donc, l'éducation nationale a une place très, très importante dans notre pays. Mais c'est les enfants à partir de 3 ans. Et pour la petite enfance, ce n'est pas le même ministère. Donc, il y a aussi une difficulté à ce qu'il y ait une continuité et qu'on soit entendu. La petite enfance, les choses commencent doucement à changer, mais ça prend du temps pour que vraiment les mentalités évoluent au niveau de la prise en charge politique. Et on en est encore malheureusement loin parce que ça a été dit, mais il y a beaucoup de mesures d'affichage qui sont la petite enfance aujourd'hui. Elle est une vitrine en fait pour pouvoir dire qu'elle est prise en compte, mais on se rend bien compte là avec tous les témoignages et les échanges qu'on a, que concrètement sur le terrain, par contre, ce n'est pas encore effectif. Merci, Émilie. On a des questions sur le fait, sur la commission des 1000 jours et sur les personnes qui y ont participé, les experts, si ils soutiennent le collectif et quelles sont leurs positions par rapport à ce qu'on peut défendre. Alors, actuellement, nous n'avons pas de prise de position publique à notre en tout cas qui soutiennent notre mouvement de la part de la commission des 1000 jours, ni de M. Boris Cyrulnik. Donc voilà. Après, ce sont des experts qui ont été mandatés par le président de la République. C'est toujours compliqué quand on est dans une commission de prendre position alors qu'on a fait un rapport et que du coup, ça peut mettre en péril le travail fait dans la commission. Donc voilà. Actuellement, en tout cas, la seule chose qui nous laisse penser qu'ils sont plutôt en accord avec ce que nous défendons, c'est qu'ils ont émis des avis qui nous rejoignent complètement, à la fois sur les taux d'encadrement et sur le niveau de qualification et sur les mètres carrés à allouer dans les espaces de vie collectifs. Donc, en ce sens-là, on peut dire qu'on est en accord, mais de là avoir une position ferme, nette, de soutien à notre mouvement, non, ce n'est pas le cas. Voilà. Peut-être je reprends quelques questions auxquelles on n'a pas encore complètement répondu. Encore une question sur la CNAF. Est-ce qu'elle a la capacité de couper des vivres aux établissements qui ne répondent pas aux valeurs que nous défendons? On a une ambiguïté avec la CNAF, mais aussi avec le gouvernement, parce qu'ils veulent à la fois mettre la charte de la qualité d'accueil, ils veulent l'écrire et rendre obligatoire pour tous les établissements, et en même temps, cette qualité, si on prend les définitions comme a cité Michel Van den Broek, ou comme a défini la commission de 1000 jours, ou comme a défini Sylviane Champignon depuis des années déjà, mais on ne peut pas les mettre en œuvre réellement. Sauf que c'est la CNAF qui oblige de l'afficher, c'est la CNAF qui contrôle la qualité et aussi tout le reste qui est prévu. Donc, ils peuvent très bien couper les subventions de la CNAF, mais on rentre dans la question, mais c'est quoi la qualité et comment la CNAF va la qualité et comment nous, on voyons avec les spécialistes la qualité. Donc, du coup, c'est plus compliqué et la CNAF fait tout pour ne pas supprimer des places. Donc, du coup, ils acceptent beaucoup quand même, je trouve, en situation. Donc, du coup, ça reprend aussi une question sur est-ce que je peux refuser des enfants quand je suis, ou des parents si je suis seule avec 6 bébés, si j'ai bien compris le message, le questionnement. Normalement, il faut respecter les normes d'encadrement. Donc, une pour 5 bébés qui ne marchent pas et une pour 8 qui marchent. Donc, au moment où ces normes sont dépassées, vous avez le droit de refuser. Après, la question du gestionnaire peut vous essayer de vous mener la vie difficile. Donc, du coup, c'est là où, effectivement, l'intérêt des organisations syndicales qui défendent les professionnels qui se réfèrent à la 3, parce que c'est un cadre réglementaire, le décret, est quand même important. Donc, par contre, il faut savoir, les gestionnaires essayent de remplir. Et la CNAF n'est pas toujours regardant, donc il n'y a pas d'accident, donc il n'y a pas de problème signalé, etc. Les parents, on sait très bien, sont souvent en difficulté
eux-mêmes par rapport à leur travail. Donc, du coup, les parents souvent mettent la pression parce qu'ils ont eux-mêmes la pression. Mais du coup, c'est aux professionnels aussi à garantir la qualité avec les normes déjà existantes et de dire non, parfois, même si c'est difficile. Donc, voilà, je laisse d'autres à répondre à d'autres questions. Ah oui, je reprends encore une question qui était posée un peu plus haut, la question des élus. On a écrit des lettres à plusieurs reprises, et le dernier en avril, il me semble, au groupe parlementaire existant. Il y en a eu très peu de réponses. On a eu une réponse il y a 2 jours de l'AMF, l'Association des maires de France, qui nous rejoint en partie sur nos propositions et donc en partie nous soutient. L'Association des maires de France est plutôt sur un accueil public, pas trop pour le lucratif, en sachant qu'il y a des maires qui sont aussi des collectivités qui se séparent de leur propre crèche parce qu'ils n'ont plus le moyen de le financer, parce que le budget est réduit, etc. Donc, du coup, ça devient un peu compliqué, même si globalement, en tout cas les petites communes ou beaucoup de maires qui sont regroupés dans l'Association des maires de France continuent à défendre plutôt un service public et pas le privé. Voilà, eux-mêmes, c'est compliqué dû au financement. Donc là, je m'arrête vraiment pour donner à d'autres la possibilité de répondre. Il y a des questions sur le rôle de la PMI. J'en profite du coup pour excuser le syndicat national des médecins de PMI qui fait partie activement du collectif, mais qui ne pouvait pas être présent, ce matin. Donc le rôle de la PMI, c'est la tutelle des établissements d'accueil. C'est elle qui décide si on ouvre ou si on ferme, et c'est elle qui émet des avis favorables ou défavorables. Donc là, il y a quand même un grand mouvement là. Il y a eu plusieurs études faites sur le devenir des PMI dans notre pays, et notamment à travers le renforcement des moyens et de la politique et des missions qu'ils doivent mener. On a échappé de peu au fait que les CAF deviennent à la fois entre guillemets, le contrôleur des modes d'accueil sur un plan pédagogique et sur le plan de l'instruction des dossiers, et en même temps le financeur des structures. Puisque actuellement, quand on veut ouvrir un établissement, on doit faire un dossier auprès du conseil départemental qui, via la PMI, va s'assurer que les conditions d'accueil des enfants sont respectées pour pouvoir ouvrir la structure. Donc, en termes d'équipes, etc., de locaux, etc., etc. Bon, il était prévu au tout début que la CAF reprenne ses missions et qu'elle s'occupe de façon globale de l'ensemble de l'instruction des dossiers d'ouverture des structures et de contrôle. Donc, ça, on y a échappé. On a expliqué que la CAF ne pouvait pas être juge et partie dans la mesure où elle finance nos structures. Et la PMI a gardé donc sa fonction de contrôle. Et au niveau des professionnels, il faut... alors, c'est sûr que ce n'est pas forcément évident de pouvoir dire non, comme disait Birgit, mais on souffre dans notre secteur quand même d'une sorte de silence institutionnel où on a tellement peur qu'il nous arrive, qu'il y ait des conséquences sur notre travail et qu'il y ait des conséquences sur notre emploi, que du coup, on ne dit pas, on se tait. Et à force de se taire, on en arrive à des situations qui nous sont décrites sur le site Petite Enfance en péril qu'on a mis en place, où on a des situations très claires de maltraitance institutionnelle et voire ensuite de maltraitance des professionnels auprès des enfants parce qu'on ne dit plus rien. Alors, l'idée n'est pas ici de juger qui que ce soit, mais plutôt de prendre conscience de ce qui se passe et de se dire qu'à un moment donné, il faut interpeller la PMI, même si c'est difficile, parce que la plupart du temps, elle est un soutien. La PMI n'est pas d'accord avec le fait qu'il y ait du surbooking en permanence dans les structures et que les professionnels soient désemparés par rapport à l'accueil en surnombre des enfants. La PMI, elle est là aussi pour pouvoir dire aux gestionnaires que là, il faut qu'ils rétablissent les choses sous peine de mettre un avis défavorable et du coup d'émettre des sanctions. Donc, tout ça est possible, mais il faut aujourd'hui arriver à se mobiliser et peut-être pas le faire tout seul, mais en tout cas trouver des alliés dans son équipe
et puis avec les représentants syndicaux pour pouvoir monter au créneau et dire là, maintenant, stop, ça suffit, quoi. Non seulement il en va de votre santé à vous, mais il en va aussi de la santé des bébés qu'on accueille. Et les parents, il faut pouvoir, c'est sûr que c'est compliqué aujourd'hui, les parents ne choisissent pas leur mode d'accueil dans le sens où on manque cruellement de place. Donc c'est une vraie problématique. Du coup, quand ils ont une place en structure collective, ben, ils pensent avoir gagné au loto en termes d'accueil de qualité et de participation financière moindre par rapport à une assistante maternelle. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas l'avance de trésorerie à faire comme ils pourraient le faire pour une assistante maternelle ou dans une micro-crèche page, par exemple. Mais sauf qu'en fait, le fait de penser avoir gagné au loto, eh bien, ses parents, ben, ils n'ont pas envie de savoir réellement ce qui se passe vraiment, quoi. Parce que si jamais la crèche, ça tourne par rond, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi? Comment ça va se passer pour eux? Comment ils vont trouver notre mode d'accueil, etc. Donc, il faut arriver à pouvoir sensibiliser et expliquer parce que je suis sûre que si les familles savaient le trois quarts de ce qui, même le quart de ce qui se passe réellement dans beaucoup de structures, la crèche collective ne serait plus leur mode d'accueil préféré, hein, c'est certain. J'arrête de parler. Alors, je vais prendre le relais. Non, mais pour compléter les propos de Julie, voilà, il faut pas. Il y a vraiment une question de mobilisation des professionnels. Et c'est vrai que du coup, ben, le collectif en est un bon exemple maintenant depuis plus d'une décennie de se mobiliser. Et on est un collectif, on est tous représentants d'organisations, que ce soit associatives ou syndicales, qui justement se regroupons au-delà éventuellement de nos convictions et de nos axes de travail chacun particulier, justement autour de la qualité d'accueil et justement pour essayer de faire avancer, de faire remonter les revendications de terrain. Donc quand il y a des situations qui sont délicates, il y a un panel de possibilités en termes d'organisation syndicale assez incroyable, puisque du coup quasiment tous les syndicats, des plus petits aux plus gros, sont présents dans le collectif, et donc du coup il y a possibilité de ne pas se retrouver seul, parce que c'est surtout ça la difficulté, quoi. C'est que du coup on est quand même assez isolé dans nos structures, parce qu'on a rarement 3 crèches une à côté de l'autre, donc c'est compliqué de connaître aussi comment ça se passe chez les conditions du voisin. On est assez seul aussi dans nos problématiques, soit au prêt en charge des enfants, soit on est tout seul à la direction et puis on fait face aux demandes du gestionnaire, etc. L'important, c'est de pouvoir justement aller chercher du soutien, de pouvoir aller chercher de l'échange. Et là, du coup, même ici, aujourd'hui présent, vous avez plusieurs organisations syndicales, plusieurs organisations associatives qui sont membres du collectif, et il ne faut pas hésiter à aller les solliciter pour que justement éviter cet isolement, parce que je pense qu'une des grosses problématiques pour justement faire remonter les difficultés, c'est l'isolement dans lequel se trouvent les professionnels, que ce soit une équipe ou que ce soit une personne au sein d'une équipe. Merci Cyril. Je propose qu'on passe à 2 autres témoignages. Directrice de 2 microcrèches PSU. J'ai tellement aimé mon travail, les valeurs qu'il représente. Mais à ce jour, mon nouvel employeur, contrat de DSP, délégation de service public, étant devenu un gestionnaire privé lucratif, mes valeurs humaines et professionnelles sont mises à mal. La professionnelle que je suis est mise à mal et engendre dans sa chute la personne que je suis. Depuis 2012, j'ai connu 4 gestionnaires de crèches différents, 2 associatifs et 2 privés lucratifs. Il n'y a pas photo. Évidemment, il y a à revoir chez chacun. Mais une chose est certaine pour moi, le privé lucratif n'est pas respectueux ni de l'enfant, de sa famille et encore moins des professionnels. Ancienne coordinatrice pour un gestionnaire à but lucratif, j'ai dû préparer et présenter des appels d'offres bidons. On propose de super activités, des super programmes avec des équipes formées et enthousiastes, sachant que le gestionnaire a parfaitement conscience de ses propos malhonnêtes qu'il ne pourra tenir. Le but est de remporter le marché, uniquement. Je ne parle même pas des montages financiers et présentation des comptes de résultats. Pendant ce temps-là, les équipes souffrent et ne sont pas considérées. Quel monde nous voulons pour nos enfants? Merci. Est-ce que, Michel, vous voulez réagir à ces témoignages ou pas?
Je crois que c'est quand même c'est très touchant, ce dernier témoignage. Hein. C'est bien que ce soit diffusé. Je crois que c'est important de le dire et peut-être aussi d'alerter les médias sur des choses qui se passent, je dirais, derrière le rideau dans ce type de structures qui sont quand même tout à fait inacceptables. Hein. Je voudrais peut-être dire juste un petit mot sur ce que vous venez de dire avant. Mobiliser les parents, c'est quand même très, très difficile pour les raisons que vous avez énoncées, Julie. Il y a très récemment, nous, on a fait en Belgique, on a fait une assez grosse étude. Hein. On a enquêté auprès de 2500 parents, c'est quand même pas rien, dans 380 crèches milieu collectif et milieu familial. Et dans lesquels on a fait des observations très pointues sur la qualité de l'accueil. Et ce qu'on voit dans ce très grand nombre quand même significatif pour la Belgique, c'est que la satisfaction des parents n'a aucun rapport avec la qualité mesurée. Pour de bonnes raisons, pour les raisons que vous dites. Hein. Donc, ce n'est pas parce que la qualité est en péril que les parents vont être les premiers à protester. Tout d'abord parce que l'essentiel de la qualité se passe quand ils ne sont pas là. Et deuxièmement, parce qu'ils n'ont pas le choix. En effet. Alors, au niveau des questions, est-ce que pour saisir les élus, est-ce que le collectif dispose d'un document préparatoire à leur soumettre pour les alerter? Alors, il faut savoir que les élus ont été alertés via les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat, via l'Association des maires de France, localement ensuite de nombreuses associations ou syndicats ont pu interpeller leurs députés respectifs, etc. Tous les communiqués de Pas de bébé à la consigne sont diffusables largement, donc ça peut être envoyé évidemment à tous les maires et à tous les présidents d'agglo ou les conseillers départementaux de chaque territoire sans problématique, enfin sans problème en fait. Tout ce qu'on peut écrire est public, donc vous pouvez vous en servir, comme vous le souhaitez et interpeller localement. Ce qui est certain, c'est que c'est quand même plus efficace quand des professionnels ou en tout cas des acteurs de la petite enfance saisissent localement leurs interlocuteurs directement que nous, nationalement, qui envoyons, on va dire, à un panel assez large d'élus via les canaux que l'on a, on va dire, institutionnels. Mais c'est vrai que le fait que localement, vous puissiez vous mobiliser pour aller voir directement vos élus respectifs, forcément, ça peut changer les choses. Il y a par exemple des élus qui nous ont écrit pour nous dire, des maires, pour nous dire, alors pas beaucoup, hein, qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette réforme et qu'ils ne l'appliqueraient pas, sur leur commune. Bon, mais ce ne sont que des prises de position. Il n'en demeure pas moins que quand un décret passe et que les finances ne vont pas très bien, surtout dans les collectivités territoriales aujourd'hui, on essaie de voir comment on peut s'ajuster au mieux. Mais il y a des élus qui prennent position quand même, qui disent on n'est pas d'accord. Mais il faut aller les voir, il faut faire ce travail de fourmi de terrain au plus près des territoires. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette question, sinon je vais en chercher d'autres. Julie, il y avait une question sur une stagiaire qui était déplacée sur une autre crèche pour remplacer les grévistes. Dans tous les cas, les stagiaires n'ont pas le droit de remplacer, que ce soit sur un temps de grève ou sur un temps de travail. Elles ne comptent pas dans l'encadrement. Les apprentis non plus. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on se bat avec le collectif, parce que ça va changer au niveau des apprentis. Donc non, la stagiaire ne peut surtout pas remplacer, que ce soit sur un temps de grève ou sur un autre temps de travail. Elle ne compte pas. Donc je l'inviterai même à alerter son centre de formation sur ça. Merci.
pour cette précision, oui. Et les stagiaires ont le droit de se mettre en grève et de ne pas aller sur leur lieu de stage pour manifester s'ils le souhaitent aussi. Hein. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, quoi. Aucun souci. Et d'ailleurs, les stagiaires, donc les étudiants peuvent aussi, alors les centres de formation sont informés des réformes, hein, ce n'est pas la question, mais peuvent aussi mobiliser au niveau de leur centre de formation les autres étudiants et pour faire entendre aussi leur voix parce que c'est les conditions de travail, vos futures conditions de travail. Donc, vous devez, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous mobiliser, c'est important. Tac, tac, tac. Il y avait une question sur le fait que les gestionnaires ont-ils le droit de passer au-dessus de la PMI? Alors, ce n'est pas une histoire de passer au-dessus de la PMI ou de quoi que ce soit, c'est une histoire du respect du Code de la santé publique. Voilà, donc dans un sens ou dans un autre, ce qui est important, c'est que le Code de la santé publique soit respecté. On peut des fois avoir des témoignages de collègues de PMI qui peuvent être très exigeants et au-delà de ce que le Code de la santé publique demande, et donc du coup des gestionnaires qui veulent aller au-dessus. L'important, c'est que le Code de la santé publique soit respecté. À l'inverse, s'il y a des gestionnaires qui vont au-delà du Code de la santé publique et qui ne le respectent pas, la PMI est bien là, l'interlocuteur interpellé comme contrôleur pour justement le faire respecter. La base, c'est le Code de la santé publique, le décret 2000, 2007, 2010. Hein, voilà, moi, j'ai plutôt tendance à parler du Code de la santé publique parce que ces décrets viennent justement modifier ce décret, donc c'est bien le code qui nous importe. Mais c'est vraiment cette base-là, quoi. De dire le gestionnaire a le droit de dépasser au-dessus de la PMI, voilà, de répondre simplement, c'est un peu plus compliqué, parce que du coup, on a quand même des situations qui sont très disparates en fonction des territoires. Oui, et j'ajouterais qu'il y a la théorie et la pratique, c'est-à-dire qu'effectivement, comme Cyril l'a exposé, non, les gestionnaires ne sont pas au-dessus des PMI. Maintenant, derrière les gestionnaires, il y a des êtres humains qui vont avoir leurs objectifs, qui des fois, justement, en termes de remplissage ou de surnombre, vont aller au-delà de ce qu'il faudrait faire. Et toute la difficulté, justement, et c'était dit aussi tout à l'heure, c'est il faut interpeller. Parce qu'en fait, si le gestionnaire fait à sa sauce, pour caricaturer, et décide de lui-même choisir comment il va appliquer ou de dépasser ce qui est prévu dans le Code de la santé publique, si personne ne vient vérifier ou alerter, donc c'est là aussi où la PMI a son rôle, mais où nous aussi, en tant que professionnels, et puis de ne pas hésiter à contacter les organisations syndicales, les organisations locales qui pourraient vous accompagner, il faut dénoncer si jamais il y avait des manquements ou des abus pour que ça soit mis en lumière, parce que sinon, voilà, après, c'est plus compliqué. Donc, on vous invite vraiment fortement à vous faire aider si jamais vous, dans votre structure, ce n'est pas respecté. Alors, il y a une petite question sur la question des centres de formation. Je ne vais pas répondre à leur place parce qu'ils ne sont pas présents, mais pour être formatrice vacataire dans un centre de formation à Toulouse, les centres de formation ont vécu quelques temps très difficiles pour la réforme des EJE, en tout cas, la réforme du diplôme qui a eu lieu dernièrement, des réorganisations très importantes parce qu'évidemment, les décrets arrivent le 31 août pour le 1er septembre. Et donc, des centres de formation qui sont très, 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 très pris dans toutes ces questions-là. Donc, ce qui peut expliquer peut-être une moindre visibilité. Sachez quand même qu'on est en relation avec eux et qu'un grand nombre de centres de formation relaient l'ensemble des publications de Pas de Belle à consigne dans leurs établissements et expliquent ce qu'il en est de toutes ces réformes à ces étudiants. Donc, ils sont mobilisés dans leur centre et pour certains, nous rejoignent sur les manifestations. Alors moi, pour ce qui est de Toulouse, c'est certain, mais c'est aussi le cas pour Paris ou dans d'autres régions. Donc voilà, pour préciser sur ces questions-là. On va peut-être, avant de répondre à d'autres questions, parce qu'il est 11h24, il nous reste 35 minutes, peut-être on avait sélectionné un certain nombre de témoignages, donc on souhaiterait quand même pouvoir tous vous les lire.
Donc peut-être repasser deux autres témoignages, si vous êtes d'accord. Je suis éducatrice de jeunes enfants depuis presque 20 ans. J'ai démarré ma carrière avec le décret d'août 2000 et aussi la mise en place de la prestation de service unique. Je suis directrice d'une crèche associative depuis 13 ans et je suis très inquiète aujourd'hui parce que ce sont les enfants les plus fragiles qui n'ont pas accès au mode de garde. Soit parce que les listes d'attente sont trop longues, soit parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place dans les micro-crèches où le reste à charge est bien trop important pour les familles en situation de précarité. À 100%, je suis à la fois en direction d'une crèche de 30 berceaux, infirmière de cette structure et infirmière de 2 multi-accueils de 12 places chacun. À côté de ça, je suis responsable coordinatrice petite enfance d'un territoire qui comprend les 3 multi-accueils, 30 places, 12 places et 12 places, et d'un relais d'assistants maternels. J'ai comme mission de réaliser la politique petite enfance dans le poste de coordination au sein d'un service commun qui complique la cohérence politique, les décisions. Mais aussi gérer le patrimoine, l'investissement, monter les projets, voire les nouveaux projets. Je suis épuisée. Mon poste correspond à un temps de travail de plus de 200% au quotidien et en continu. Merci. Alors. Excusez-moi pour le petit blanc. C'est pas grave. Moi, je réponds peut-être là, on a eu des questions parce que c'est un peu la question du temps, de comment on fait avec, parce qu'il y a plusieurs questions, comment on fait pour réfléchir dans le chat aussi, comment on fait pour se détacher pour les EGE, et ça rejoint déjà les difficultés actuelles, je pense, donc du coup peut-être rebondir un peu là-dessus. Plus qu'on aura des enfants pour le même nombre de personnel, plus d'enfants et moins de personnel, hein. Donc plus qu'on va être, les professionnels vont être fatigués et fragilisés, et plus que ça va être compliqué pour les EGE, mais aussi pour les auxiliaires et les directions de mener un travail collectif de réflexion et d'accompagnement pour avancer dans le travail de qualité, parce qu'y compris dans les critères de qualité, nous avons le nombre d'enfants, mais nous avons aussi la question de réflexion ensemble pour avancer dans son travail au quotidien avec les familles et les jeunes enfants. Merci. Alors, il y avait une question par rapport au collectif. Sachant que le taux d'absentéisme des professionnels est en exponentiel, signe évident d'un malaise institutionnel qui ne dit pas son nom par peur de représailles. Vous semble-t-il possible de créer au sein du collectif un pool de professionnels volants, garants de valeurs professionnelles et qui pourraient, au fil de leur mission, sensibiliser les équipes sur votre action? Alors, si je comprends bien, ce seraient des professionnels qui seraient accrédités, entre guillemets, pas de bébé à la consigne, pour pouvoir faire des remplacements dans les structures. Alors, le collectif n'a pas vocation à faire ce genre de choses. Par contre, les professionnels qui souhaitent rester informés de nos actions, de tous les communiqués qu'on peut transmettre avant qu'ils soient sur les réseaux sociaux, mais du coup par mail, peuvent tout à fait nous envoyer un email à notre adresse, donc qui est pas de bébé au pluriel à la consigne @hotmail.fr, pour nous dire qu'ils veulent être dans notre liste de diffusion. Et dans ces cas-là, vous recevrez, à chaque fois que l'on fait des communiqués, vous les recevrez par mail en version numérique pour pouvoir les diffuser comme vous le souhaitez. Mais sur la question des pools de remplaçants ou de professionnels volants, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de nos attributions, très clairement. Voilà. Après, sur les territoires, se créent des collectifs locaux où les syndicats, les organisations professionnelles, les associations de parents aussi peuvent se mettre, ce qui est le cas notamment à chaque fois qu'il y a des manifestations qui se passent dans les villes de France et notamment pour le 3. Du coup, tous ces organismes se mettent d'accord et travaillent ensemble sur les territoires pour monter les mobilisations. Mais ces collectifs-là peuvent aussi poursuivre les échanges sur les territoires au-delà de monter les mobilisations sans problème, au contraire.
si je peux compléter Julie, au-delà de ça, hein, effectivement, les acteurs, les gens qui font vivre les syndicats, qui font vivre les associations professionnelles, ce sont des gens du terrain, hein. On est tous professionnels de la petite enfance et à un moment, il y a aussi importance de dire aux collègues qu'il faut se saisir de ça et que on peut aussi appeler des associations pro, on peut aussi appeler des syndicats pour faire remonter toutes les difficultés qu'on a, parce que malgré tout, la personne qui va être à la tête de ça, hein, personnellement, moi sur un syndicat, les yeux et les oreilles des remontées des difficultés des collègues, c'est les agents qui nous les font, c'est vous professionnels. Donc à un moment, vous pouvez aussi devenir acteur de ça, prendre votre téléphone, faire remonter et dire voilà comment on peut faire, nous il y a ça qui ne va pas et c'est très important parce que tout seul on n'y arrivera pas et effectivement, Julie l'a dit, le collectif, créer un pool, ça va être compliqué, mais on a ces moyens-là, nous tous sur les territoires, de pouvoir faire remonter déjà au local les difficultés qu'on a, de s'en saisir et d'avancer ensemble. Et ne serait-ce que déjà en motivant pour le 3 et en faisant venir les collègues en leur disant qu'il ne faut pas baisser les bras, quoi. Il faut vraiment être acteur de son avenir et l'avenir s'annonce sombre, mais on peut y arriver. Il ne faut vraiment pas baisser les bras. Merci. Il y a une autre question sur qu'est-ce qu'on va faire de tous les témoignages recueillis sur le hashtag Petite Enfance en péril. Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore discuté de façon très nette parce qu'on est dans la préparation de la mobilisation, la préparation d'aujourd'hui et puis la mobilisation du 3. Il est évident qu'on a aujourd'hui, je crois, 240, c'est ça, hein, Cyril, il me semble. 230, on a entre 230 et 250 témoignages sur le site. Va se poser la question, en effet, de ce qu'on en fait. Tout à fait. Les transmettre au gouvernement, les diffuser à la presse, tout ça sont des canaux qu'on maîtrise, donc c'est quelque chose qui est plutôt facile. La question qui se pose surtout, c'est comment faire pour que ces témoignages soient le plus visibles possible, surtout. Parce que les envoyer au gouvernement pour qu'ils les mettent dans un tiroir, ça n'a pas beaucoup de sens, mais faire en sorte qu'ils soient le plus lisibles possible. Et là, actuellement, sur ces questions-là, on n'y a pas encore réfléchi, mais si vous avez des idées, on est preneur, évidemment. Et surtout, n'hésitez pas à le relayer, cet hashtag et ce site, pour qu'un maximum de professionnels puissent témoigner, et, surtout que c'est anonyme, donc vous ne risquez absolument rien, quoi. Vraiment, on l'a fait vraiment en ce sens, quoi. On ne récolte même pas les adresses email pour vous recontacter par la suite. Donc allez-y sans problème, quoi. Je serais un peu moins modeste que Julie quand même, hein, parce qu'on a quand même réfléchi au moment où on a mis en place, même si on n'a pas défini complètement ce qu'on va en faire. Mais le premier objectif, bon, ça commence à prendre, c'est que les professionnels sachent qu'elles ne sont pas seules dans la difficulté et savoir qu'on n'est pas seul, ça fait partie ça prépare un peu le pas d'après pour se mobiliser parce que voilà, si on pense qu'on est seul, on est à la recherche d'une solution individuelle et si on sait qu'on est beaucoup à être concernés par la même situation, c'est peut-être le moment où on se dit effectivement être concernés ensemble et collectivement, ça veut dire aussi se mettre ensemble pour revendiquer, pour se mobiliser, pour réclamer autre chose. Donc, du coup, ça, on a quand même un peu en tête, même si on ne sait pas encore exactement quelle forme, à part la mobilisation mardi, on va revenir là-dessus, évidemment. Pour compléter, Julie et Birgit, le site il a été créé de manière déjà à rendre visibles ces témoignages d'une manière anonyme pour pouvoir justement un peu permettre aux professionnels de parler librement des conditions d'accueil des enfants. Donc déjà, la première chose que tout le monde peut faire, c'est témoigner. Et la deuxième, c'est de relayer ce site. Il a sa page Facebook et il a son compte Twitter qui permet justement de pouvoir diffuser. Il ne faut pas hésiter à partager. Et puis, il ne faut peut-être pas hésiter aussi à cibler ces partages et aller solliciter les médias locaux, etc. L'idée, c'est de donner de la visibilité quand même aux conditions de travail et aux conditions d'accueil des professionnels. Si après, il n'y a pas de relais qui sont faits en nombre,
on va rester dans un grand mot actuel, mais l'idée, c'est peut-être pas faire du buzz, mais enfin, en tout cas, c'est de donner vraiment un écho à tout ça. Donc, du coup, la solution, elle est là. Pour répondre à une question qui vient de tomber, il n'y est pas pour l'instant prévu de l'arrêter ou quoi que ce soit. L'idée, c'est qu'il reste ouvert, c'est que du coup, les témoignages arrivent. On continue à les lire avant de les diffuser pour que du coup on soit sûr que du coup il n'y ait pas de souci en termes de poursuite, aussi bien pour celui qui témoigne de manière anonyme que le collectif qui porte un peu l'initiative. Mais du coup, on est plusieurs derrière ce site-là à modérer les propos et on est très impatient d'en lire encore plein et de pouvoir faire grossir ce nombre de témoignages. Merci Cyril. Il y avait une question d'Aurélie DB qui disait, tout à l'heure quand je parlais du fait que la collectif n'était pas là pour faire un pôle de remplaçants, mais comment stopper l'hémorragie et rendre attractifs nos métiers. Alors, le gouvernement, au-delà de la réforme du mode d'accueil, là, le gouvernement lance ce qu'il appelle le comité de filière petite enfance pour justement répondre à ces questions. Les représentants des professionnels, donc du côté employés et associations de professionnels vont participer à ce comité de filière. Les représentants des employeurs aussi et les services de l'État concernés. C'est un vrai souci, l'attractivité des métiers, mais pour plein de raisons. Les salaires qui sont très bas, 90% des professionnels sont des femmes. Les conditions de travail qui sont de plus en plus pénibles et difficiles, et un secteur qui n'est absolument pas du tout valorisé aujourd'hui dans le paysage des métiers, ou alors quand il est valorisé, je pense notamment aux pubs pour le CA Petite Enfance via les centres de formation par le CNED et compagnie, là, qui explique que c'est un métier tout à fait extraordinaire et qu'on va passer de très bonnes journées à jouer toute la journée avec les enfants. Bon, voilà, à part ça, les conditions sont de plus en plus difficiles. Donc, il y a un vrai souci de ce côté-là. Et en tout cas, le comité de filière, s'il voit vraiment le jour et si vraiment il se dote de ces missions-là, pourra peut-être apporter des solutions, tout en se disant que l'objectif, ce n'est pas non plus de niveler par le bas les qualifications, ni que ce soit des mesures économiques et financières pour pallier au fait qu'on manque de personnel, quoi. Mais on manque de personnel aussi parce que les centres de formation n'ont pas augmenté leur place n'ont pas augmenté leur place du fait qu'ils n'ont pas eu les financements pour augmenter les places, ni les agréments. Donc tout ça est un système très complexe à déminer et à résoudre, qui fait qu'aujourd'hui, on a une pénurie des professionnels. Mais on le sait depuis longtemps qu'on va avoir cette pénurie de professionnels, hein. C'est ce qu'on n'arrête pas d'expliquer au ministère à chaque fois, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'expliquer que ce n'est pas les professionnels qui ont organisé la pénurie des professionnels quand même, hein. Voilà, quand on fait le choix de pas ouvrir les centres de formation, quand on fait le choix de ne pas augmenter les agréments, quand on fait le choix de ne pas travailler sur la rémunération et sur la valorisation du secteur, ensuite, il ne faut pas s'étonner. Mais ça fait depuis une bonne vingtaine d'années quand même qu'on le dit, hein, et qu'on dit aussi qu'on est un pays où la natalité est très forte, où il va y avoir des problématiques comme ce qui se passe aujourd'hui dans les conditions de prise en charge des personnes âgées. On a exactement le même problème. On est dans exactement le même processus. Voilà. Et on alerte depuis des années. C'est pas comme si on ne savait pas qu'on faisait beaucoup de bébés en France, et c'est pas comme si on ne savait pas qu'on vivait de plus en plus longtemps dans notre pays. Monsieur Van der Broek, oui, pardon, vas-y. Non, je t'en prie. Non, juste pour quand même, je pense, hein, parce que tu disais, le comité de filière, c'est quand même quelque chose que le gouvernement met en place effectivement pour rendre attractif. Je pense qu'on aura tout intérêt à être très vigilant à ce qui va s'y passer et à ce qui va en ressortir. Quand on voit comment se sont passés les échanges et au final la réforme qui arrive, on a intérêt à être très vigilant sur ce qui va être sur la formation et sur les salaires, parce que le comité de filière va aborder aussi les salaires, et c'était M. Blin, hein, qui est au cabinet d'Adrien Taquet, qui disait oui, on a à cœur d'essayer d'un peu d'aligner tout ça
je pense qu'il faudra être vigilant à ce qu'ils n'alignent pas, comme pour la réforme des modes d'accueil, en nous tirant tous vers le bas. Je propose qu'on lise nos derniers témoignages. Alors, je pense qu'il en reste 4 encore. C'est ça, on peut peut-être lire les 4. Et après, si vous êtes d'accord, Michel, vous redonnez la parole. Et puis, je pense que vu l'heure, il est 12h20, ce sera peut-être le temps de conclure. Voilà. Dans mes pires souvenirs, je me retrouvais seule avec une bonne dizaine d'enfants de 2 ans, 1 heure avant la fermeture, à jongler entre les couches à changer, le ménage du goûter à effectuer, les conflits à gérer, les transmissions à livrer, les tétines et doudous à donner. Bref, être seule au moment de l'accueil du soir, un vrai cauchemar. Mais si ça n'avait été que à ce moment-là. Je suis éducatrice de jeunes enfants depuis 20 ans. Depuis le début de ma carrière, j'assiste à une dégradation désastreuse de l'accueil du jeune enfant dans notre pays. Pas de moyens, manque de personnel, manque de qualification, de formation, et en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, on se sent souvent seule. Lassée de me battre contre les institutions, j'ai fait le choix d'exercer mon métier de professionnelle de la petite enfance à mon domicile en tant qu'assistante maternelle. J'ai renoué avec mon cœur de métier et apporte un accompagnement de qualité aux jeunes enfants accueillis. Cependant, c'est un métier très précaire et qui place les assistantes maternelles en insécurité permanente. Quant à la crise Covid, elle n'a fait qu'accentuer les problématiques et plonger ces professionnels dans un grand désarroi. Je suis directrice. Le projet se doit de laisser des débutantes endosser ces rôles. C'est déjà si difficile et éprouvant à tenir. Ce sera juste un cadeau empoisonné d'être projeté directement sur un poste de direction, sans avoir ni vécu la crèche, ni mangé du terrain. Comment manager des équipes qui ont cette expérience face à un débutant? Comment pourra-t-il se mettre à la place des professionnels dans ce qu'est le vécu au quotidien auprès des enfants, au contact avec les parents, dans une vie en collectivité où la cohabitation est parfois si fragile? Un poste de ministre ou de directeur de cabinet serait-il laissé à quelqu'un qui sort de l'école? Tout le monde dirait que c'est aberrant et irresponsable. Comment, quand le temps de travail des équipes est prévu uniquement en présence des enfants, pouvons-nous réfléchir à nos pratiques professionnelles, à nos comportements, à nos mots, à nos agissements? Comment pouvons-nous assurer notre mission de veille professionnelle? Comment pouvons-nous garantir un accueil de qualité, respectueux et bienveillant? Comment nos gestionnaires, notre ministère, peuvent penser qu'accueillir un enfant se résume à être présent en même temps que lui à la crèche? Non, il nous faut du temps en amont et en aval pour penser, réfléchir, organiser, cheminer en pensée, évoluer, se remettre en question, faire de nouvelles propositions, les évaluer. Ce temps doit être compris dans notre temps de travail et rémunéré. Il doit être valorisé, encouragé, reconnu. Merci à vous. Je vous laisse la parole, Michel. Oui, en fin de ce webinaire, j'ai peu à ajouter. Je crois que l'essentiel a été dit. J'ai mis dans le chat, j'ai mis le lien avec un rapport de l'OCDE qui est de vos côtés, qui dit voilà, il y a pénurie d'éducatrices ou d'éducateurs de jeunes enfants dans tous les pays de l'Europe. Et la raison la principale pourquoi il y a pénurie de professionnels, c'est les conditions de travail. Ce n'est pas parce qu'il y a trop peu de gens qui veulent faire ce travail, c'est parce que ce travail n'est pas honoré, valorisé, que ce soit de manière pécuniaire ou autre. Il n'y a pas que question de salaire, il y a question de valorisation des métiers de la petite enfance. Il y a trop peu de conséquences. De plus en plus, on se rend compte que les premières années de la vie importent pour tout ce qui suit, mais les conséquences structurelles, les conséquences civiles de cette notion sont largement insuffisantes. Donc, moi, je voulais tout simplement vous féliciter de votre initiative.
en France et vous souhaiter le courage de continuer ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup et puis merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous ce matin parce que je crois que vous avez pour ceux qui ne vous connaissaient pas, je pense que c'est bon, ils vont vous suivre. Et puis, non, mais vous avez vraiment éclairé sur le secteur actuellement, ce qui se passe dans les autres pays, parce que se dire qu'on n'est pas tout seul non plus et que ce n'est pas une spécificité française que ce que nous faisons aujourd'hui et qu'il faut continuer à se battre et à défendre ce pourquoi nous faisons nos métiers. Avant de finir, donc merci, pour finir, merci à tous d'avoir participé aujourd'hui. Vous étiez au plus haut 70 à nous suivre. Donc, c'est la première fois que nous faisons ce type de manifestation et on trouve vraiment chouette le fait que ça ait pu se faire et que vous soyez aussi nombreux. Voilà, c'est pas rien quand même, 70 personnes un samedi matin pour discuter politique petite enfance. Donc voilà, merci à vous tous. Alors, juste, je vois qu'il y a une main qui s'est levée. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas qui a levé la main. Je vais regarder ça. Aurélie. Donc, qui voudrait peut-être dire quelques mots. Si vous en êtes d'accord, parce qu'il est midi moins le quart, donc on a peut-être 3 minutes pour entendre Aurélie qui a levé la main. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est bon? Allez, alors Aurélie. Ah, Aurélie a baissé la main. Ah mince! Est-ce que Aurélie veut reparler ou pas du tout? Erreur de manip. Ok, d'accord. Donc, pas de prise de parole. Très bien. Du coup, on vous a remercié. Donc, ça, c'est fait. Voilà. Vous dire que pour on vous a mis dans le chat donc, les liens sur le site, sur la page Facebook, sur la page Twitter, sur le hashtag Petite Enfance en péril. Vous faire la liste des villes qui aujourd'hui à ce jour, à ce samedi, nous ont dit qu'elles mobilisaient pour le 3 juin. Donc, on a Grenoble, on a Tours, on a Nice, Lyon, Paris, bien sûr, Carcassonne, Clermont-Ferrand, Rennes, Pau, Montpellier, Dijon, Rodez, Annecy, Le Mans, Angoulême, Toulouse et Sens. C'est actuellement ce que l'on a recensé et ce que l'on a surtout vérifié. On ne doute pas que d'autres villes vont arriver d'ici lundi ou mardi. On me dit Marseille aussi. Alors Marseille, c'est une conférence de presse. Ce n'est pas une manifestation d'après nos informations. Mais en effet, Marseille. Et apparemment, Martigues vient de nous écrire récemment pour nous dire qu'il y aurait une mobilisation. Voilà. Dans tous les cas, si votre ville n'a pas été citée, si vous habitez dans une grande agglomération, si vous souhaitez faire quelque chose, n'hésitez pas. Il y a encore le temps de contacter les syndicats locaux qui ont tous eu l'information via les grandes centrales pour pouvoir organiser la mobilisation. Les associations de professionnels, je pense évidemment à la FNEJ qui est implantée un peu partout sur le territoire, pour mobiliser et pour créer la mobilisation. Vous avez encore un peu de temps et nous, on publiera de toute façon jusqu'au dernier moment les événements qui nous seront remontés. Pardon. Voilà. Est-ce que l'un d'entre vous veut ajouter quelque chose? Et n'hésitez pas à en parler à vos amis, votre famille, à tout, parce qu'en fait, le relais se fera comme ça aussi. Il faut sensibiliser tout le monde, nos collègues, bien sûr, les parents dans la mesure du possible, pas sur le temps de travail, mais tout notre entourage, parce que la petite enfance, c'est quand même une vraie question sociétale et il faut pas laisser passer les choses. Et puis, j'aimerais ajouter que la dernière réforme a eu lieu en 2010. Donc, c'était le décret du 7 juin 2010 qu'on appelle plutôt le décret Morano. Là, on est en 2021. La prochaine occasion qu'on aura de pouvoir peser dans une réforme et de faire bouger les lignes, ça ne sera certainement pas de sitôt. Donc là, on est vraiment dans la dernière ligne droite. On compte sur vous le 3 juin
On va continuer nous aussi de communiquer le plus largement possible. Et a priori, le temps devrait être avec nous. Les mobilisations petite enfance, ce sont en général des temps assez forts et des moments sympathiques qui sont, je trouve, j'ai pas le mot, mais assez galvanisants. Enfin, c'est souvent des moments, les manifs sont pleines de dynamisme. Enfin, voilà, c'est une occasion aussi de pouvoir se retrouver entre professionnels. Donc, voilà, on compte sur vous pour être présents le plus nombreux possible le 3 juin, jeudi prochain. Merci à tous et à toutes encore pour votre présence et on se retrouve. Donc, on mettra en ligne le webinaire de ce matin et on se retrouve le 3 partout en France dans la rue. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end à tous. À très vite.